Cas Pratique est la nouvelle chaîne de podcast dédiée aux situations de vie patrimoniale de nos clients. C'est aussi un lieu de partage d'expériences pour l'équipe de Bonjour Patrimoine. Nous avons décidé de la lancer pour permettre à nos auditeurs de mieux appréhender les coulisses du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Nous souhaitons qu'ils puissent identifier des problématiques qui leur parleront peut-être directement comme étant les leurs. Chez Bonjour Patrimoine, nous sommes une trentaine d'hommes et de femmes, d'âge et d'expériences différents, hautement formés en création et organisation patrimoniale. Nous travaillons avec de nombreux clients rencontrés au fil des années et les accompagnons au quotidien dans un environnement de plus en plus complexe. Alors maintenant, voyons concrètement comment ça se passe dans un cas pratique. Bonjour à tous, bonjour Philippe. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouveau cas pratique. Là, aujourd'hui, c'est un jeune couple de trentenaires qui habite dans la région lyonnaise. Il s'agit de Julia et Antoine. Bonjour Justine. Alors, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur Julia et Antoine justement ? Alors oui, effectivement, Julia et Antoine sont venus nous voir il y a quelques mois maintenant, suite à l'achat de leur le premier investissement, leur résidence principale, donc, comme je le disais tout à l'heure, en région lyonnaise. Et en fait, ils se posent la question forcément, maintenant qu'ils ont la maison, de vouloir s'investir dans un projet de famille. Jusqu'ici, on ne peut que comprendre. Mais forcément, ce projet de famille, avec les dettes qu'ils ont souscrites aujourd'hui, leur fait poser la question de qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur leur vie d'avoir un ou plusieurs enfants, parce que dans nos échanges, ils évoquaient l'éventualité d'en avoir au moins deux. Et forcément, avec leur salaire d'aujourd'hui, les traites du crédit immobilier et leur train de vie, puisqu'ils sont quand même de jeunes trentenaires, donc ils ont une vie qui déborde d'activités, et bien forcément, ils s'inquiètent. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour les rassurer et évidemment imaginer peut-être une stratégie patrimoniale à développer? Ok. Alors, déjà, félicitations à 30 ans pour s'installer. Mais peux-tu m'en dire un petit peu plus en matière chiffrée, en matière d'achat, combien ils ont acheté, qu'est-ce qu'ils ont financé, sur Ouais. quelle durée, quelle Oui, bien mensualité, sûr. et cetera, et cetera. Alors, j'ai quelques infos, effectivement. Alors, à la base, ils ont fait un crédit d'environ 280 000 euros. Je te passe les détails des centimes d'euros. Ils ont contracté ce crédit, du coup, sur 25 ans pour financer leur achat immobilier. OK. Mais concrètement, cette maison, elle a une valeur de 350 000 euros actuellement, en tout cas à la date d'achat. Ils ont évidemment fait un apport. Ils ont pu le faire, en tout cas. Et en fait, aujourd'hui, ils remboursent environ 1 300 euros par mois, donc sur 25 ans, ce qui représente environ 30% de leur revenu mensuel net. À savoir que, bon, si on rentre un petit peu dans le cadre professionnel, Julia, elle est secrétaire médicale, elle gagne environ 1 600 euros par mois, elle est en CDI, donc c'est ce qui leur a permis de faire ce bel emprunt. Et Antoine, lui, il est ingénieur électricien et aujourd'hui, il touche environ 3 000 euros par mois. Il est dans une société à ses côtés, qu'on ne nommera pas évidemment, mais qui permet de rassurer un peu sur son avenir et sur l'évolution de son pouvoir d'achat. OK. Voilà. OK. Merci pour ces précisions. Alors du coup, leur perspective, c'était, fonder une famille, c'est ça? Ouais, exactement. Hem, voilà, essayer de garder leur train de vie et d'anticiper un petit peu les dépenses à venir suite à l'achat de la maison. Alors, hem, de ce que je comprends, rapidement, ils ont à peu près 4 600 € de revenus à 2. À peu près. Voilà, ils ont acheté un bien qui dépasse pas leur taux d'endettement, donc pour ça, c'est plutôt pas mal. Ça leur laisse quand même une capacité, d'épargne. Il faudrait se poser la question un petit peu, voilà, en matière de fiscalité, à l'impôt sur le revenu, parce que bon, 4 600 € à 2, si on fait des calculs un petit peu grossiers, mais on arrive aux alentours de 55 000 € par an, à 2. Donc, ça serait intéressant de regarder leur tranche marginale à l'impôt sur le revenu pour savoir un petit peu ce qui serait susceptible de payer, et pour voir un petit peu ce qu'il leur reste. Après, un gros travail à faire, parce qu'effectivement, c'est une première, voilà, quand on est jeune, on s'installe, et cetera, et cetera. Sûrement, c'est une maison dans laquelle, il y a peut-être un petit peu de travaux, où il peut y avoir des dépenses, plus ou moins imprévues, en tout cas dans les
dans les premières semaines, dans les premières années, ne serait-ce que l'aménagement déjà. Par contre, je te coupe justement, Julia, elle adore la décoration d'intérieur et c'est quelqu'un qui, a priori, de ce que j'ai pu comprendre, semble vouloir investir beaucoup en fait dans son intérieur. Donc effectivement, il y a ces frais-là sur lesquels ils auront du mal à se réserver en fait. Ok. Investir beaucoup, c'est quoi? Parce que chacun a sa propre notion de beaucoup. C'est vrai. Alors sur leur intérieur, en fait, elle investit notamment dans des pièces d'art parce qu'elle adore la peinture et donc elle a déjà eu quelques coups de foudre sur des peintures qui aujourd'hui apparemment elle en a deux qui valent l'une plus de 10 000 euros et l'autre un petit peu moins. Et apparemment c'est quelque chose qu'elle aimerait continuer à faire. Donc normalement, on le sait, l'art peut être d'ailleurs un investissement intéressant, mais au-delà de ça, savoir si c'est pertinent, enfin, qu'est-ce qu'on peut en faire et surtout, est-ce qu'elle va pouvoir continuer à faire ce genre d'achat? C'est sûr que si tous les mois, elle veut acheter 10 000 euros, c'est pas forcément évident compte tenu du Oui. budget. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur un sujet. Là, on a parlé de revenus, on a parlé d'endettement suite à l'acquisition de leur résidence principale. Est-ce qu'ils ont de l'épargne un petit peu de côté, ces gens-là? De ce que j'ai pu voir, ils ont investi quasiment tout enfin, de ce qu'ils ont Dans pu me l'apport? dire. Ouais, ils ont quasiment tout mis dedans. Ils doivent avoir moins de 5 000 euros d'épargne aujourd'hui. Ah ouais. Après, ils se sont déjà remis en marche pour tous les mois réépargner. Mais par contre, typiquement, c'est le genre de couple qui voilà, ont tout misé sur la résidence principale, mais ils n'ont pas envisagé d'avoir une assurance vie, par exemple, alors que c'est quand même un produit que les Français aiment beaucoup. Donc, voilà, un petit peu leur état d'esprit aujourd'hui. Ouais, alors on est en phase. Moi, ce que j'avais envie de mettre en avant plutôt dans un premier temps, c'est de se reconstituer effectivement un volet d'épargne, un volet de cash, parce que d'autant plus que si tu me dis qu'ils ont tout mis, Ouais. pour le coup directement dans leur, acquisition de la résidence principale, qu'il ne leur reste que 5 000 € de côté, c'est bien. Parce que du coup, ils ont limité un petit peu l'endettement. Ils ont pu acheter un bien qui correspond à leur image ou à leur projet de vie. Oui, Pour le coup, ça, c'est très bien. Par contre, il faut effectivement reconstituer ce volet de liquidité, ce qu'on appelle le besoin de liquidité à vue pour être à l'aise. Ça, c'est vraiment l'étape zéro, entre guillemets, de l'organisation patrimoniale. Aujourd'hui, la question qu'on pourrait légitimement leur poser, c'est est-ce que ces 5 000 € là sont suffisants ou pas? Voilà. Si oui, bah, dans ce cas-là, super, super. On pourra en tout cas réfléchir à faire autre chose avec eux directement. Si à la question est-ce que ces 5 000 € là sont pas suffisants, bah, ça va être notre premier job, ça va être de leur conseiller de reconstituer effectivement ce d'accord. matelas de liquidité. Voilà et d'utiliser leur capacité d'épargne actuellement pour reconstituer ce matelas de liquidité. Donc, première question, dans le bon sens, en fait, de l'organisation patrimoniale, de la pyramide patrimoniale, comme j'aime appeler ça, c'est OK, est-ce que votre besoin de liquidité à vue, votre besoin de liquidité à vue, pardon, il est suffisant ou pas? OK. Et Donc ça, sinon, c'est une question à poser. vous l'estimeriez à combien? Voilà. D'accord et après toi, donc ton conseil, ce serait quoi du coup? S'ils constatent qu'effectivement, aujourd'hui, les fameux 5 000 € ça leur suffit pas, bon, on n'est jamais, rassasié, j'ai envie de dire, mais toi, tu leur conseillerais quoi sur ce matelas? Alors, on n'a pas de c'est un des spectres où on n'a pas trop d'avis à donner, entre guillemets, en tant que bon professionnel du patrimoine. Parce qu'en fait, chacun a sa propre compréhension, sa propre, ouais, sa propre envie, entre guillemets, d'être à l'aise avec l'argent qu'il a besoin au quotidien. D'accord, Voilà. Et c'est souvent, en fait, un volet qu'on ne traite pas. On pose la question aux clients. Il y a des clients qui vont avoir besoin de 10 000 € entre guillemets, sur des mmh livrets A, des LD. Il y a des clients qui vont avoir besoin de 100 000 € pour être tranquille. C'est en fonction des facultés, c'est en fonction des revenus, c'est en fonction d'un sentiment sur lequel on n'a pas d'action. Donc nous, systématiquement, ce qu'on fait, on pose la question à nos clients, OK, vous avez besoin de combien à vue pour être à l'aise? Et là, c'est une question qu'on laisse ouverte. Statistiquement, par d'accord. contre, je vais pouvoir te donner une réponse. Mmh Euh, Statistiquement, c'est entre 3 à 6 mois de salaire. Donc, si on fait des petits calculs mathématiques, là, tout de suite, bah, OK, on sait qu'ils gagnent à peu près 4 600 €, bah, on dira 5 000 pour se Ouais. simplifier la vie entre nous. Bah, ça fait entre 15 et 30 000 € de liquidité à vue pour être à l'aise. Ouais, Voilà. Si effectivement, tu me c'est dis quand qu'ils même en ont assez 5, c'est un mmh, peu court. Voilà. ouais. OK. Donc ça, ce serait un premier axe, je dirais d'optimisation, ouais, Reconstituer le besoin de liquidité à vue pour être à l'aise. Après, l'autre question sous-jacente qui va se poser dans leur situation, c'est tout simplement, en fait, les moyens. Parce que ils ont
ils sont en création de patrimoine, ils Ouais. ont des objectifs qui vont arriver au fur et à mesure. OK, ça, on va pouvoir les adresser tranquillement, sauf que les moyens, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est quoi leurs moyens? Est-ce qu'ils ont mis de l'apport qu'ils avaient économisé dans la résidence principale? Donc Mmh. sur quoi on travaille? On travaille en gestion de patrimoine sur des stocks. Aujourd'hui, le stock, ils l'ont injecté dans l'acquisition de leur résidence principale ou dans des flux. OK? Les flux, c'est quoi pour eux? C'est les revenus. OK? Les revenus moins les charges et ça dégage effectivement un solde de trésorerie positive et peut-être effectivement à faire une étude budgétaire de toutes leurs charges, tous leurs revenus, qu'est-ce qui reste à la fin du mois? Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce qu'on appelle une capacité d'épargne. C'est entre guillemets les moyens qu'on va utiliser et c'est l'argent qu'on est susceptible de mettre de côté tous les mois parce qu'on ne dépensera pas. Alors même si tu m'as dit qu'ils préféraient effectivement, enfin ils avaient envie de maintenir leur train de vie, etc., Oui, etc. On ne peut pas maintenir forcément toujours le même train de vie quand on est locataire ou quand on est propriétaire parce qu'on n'a pas les mêmes ouais, contraintes, on n'a pas les mêmes taxes. Il y a de la taxe, tu vas rajouter de la taxe foncière. Bon, la taxe d'habitation, maintenant, elle a plutôt tendance à disparaître, mais tu as des charges différentes qui vont arriver, voilà, en fonction de la situation, des charges de copropriété, même s'ils sont dans une maison, ça peut être des vases clos, donc il peut y avoir aussi oui, ce c'est type de vrai. taxes-là, etc., etc. Donc il peut y avoir pas mal de trucs. Maintenir le même train de vie et avoir ces objectifs, pas forcément toujours évident. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler les priorités et identifier les objectifs. Voilà. Moi, ce que je leur dirais, c'est travailler aujourd'hui la capacité d'épargne comme moyen. À combien vous l'estimez? Est-ce qu'on va parler de 500 euros par mois? Est-ce qu'on va parler de 1000 euros par mois? Et en fonction de ce chiffre-là, qui est libre encore une fois à chacun, c'est un petit peu, si tu veux, comme le besoin de liquidité à vue pour être à l'aise, la capacité d'épargne. Il y a des clients qui vont nous dire c'est 200 parce qu'ils auront fait leur solde budgétaire. Après, c'est quelque chose qu'on peut co-travailler avec nos clients, de faire vraiment une étude budgétaire poussée toutes les entrées et toutes les sorties, voir ce qui reste, voir le cas échéant des leviers d'économie, parce que des leviers d'économie, Oui, ça c'est pourrait sûr. être quoi dans leur situation? Ça pourrait être, qu'est-ce qu'ils ont acheté récemment? Ils ont acheté effectivement leur résidence principale. Ils ont fait un crédit. Quel est le Oui, premier levier d'économie qu'on peut faire sur un crédit? C'est travailler l'assurance emprunteur. Est-ce qu'ils ont souscrit, entre oui, guillemets, à l'assurance effectivement. emprunteur qui leur a été forcée par la banque ou pas? Voilà, ça c'est un levier. Est-ce qu'ils payent 2 fois plus cher pour la même chose ou pas? Entre guillemets, je traduis un peu le propos. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un levier d'économie dessus en retravaillant le sujet, en faisant souscrire une assurance en délégation en remplacement? Peut-être qu'il ferait, je ne sais pas moi, 50, 100 euros d'économie par mois qu'on Oui, pourrait c'est beaucoup. réaffecter. Mmh. Et ouais, on pourrait réaffecter à un autre projet. Ouais. OK, et du coup, donc là, si on se donne, une perspective, donc en gros, à partir de maintenant, c'est déjà se recréer cette épargne de précaution. Donc on s'est dit tout à l'heure, entre 3 et 6 mois, c'est assez conséquent, enfin 3 et 6 mois de salaire. Donc C'est des avoir pendant statistiques, oui, encore une c'est fois, hein. ça, c'est avec une appréciation évidemment, du coup de Julia et Antoine. Mais du coup, on pourrait leur, préconiser donc d'abord de faire, ce travail-là, pour ensuite justement peut-être aller chercher, par exemple sur l'assurance emprunteur, une renégociation pour aller récupérer une certaine somme. Et une fois qu'on a entre guillemets «atteint» ces 2 objectifs-là, donc, cette épargne de précaution qui pourrait prendre un certain temps et ce cash supplémentaire, enfin économisé grâce à la renégo de l'assurance emprunteur, à partir de là, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, je dirais, maintenant tout de suite, avec, un conseiller en gestion de patrimoine comme toi? Aujourd'hui, ce serait quoi le 1er levier? Alors sachant qu'il y a plein d'informations qui nous manquent là, quand on se parle, mais s'ils arrivent à relever par exemple 100 € tous les mois grâce enfin, à faire une réduction de 100 € tous les mois sur l'assurance emprunteur, sur quoi on les mettrait? Et ouais, difficile. Ce qu'on va creuser, nous, ça va être derrière, quels sont les objectifs du client? OK? Objectif du client, derrière, ça peut être quoi? Ça peut être effectivement, tu me disais ils étaient plutôt dans la perspective de fonder une famille. Oui. Qui dit fonder une famille, dit effectivement avoir des enfants. Bon, Mmh mh. avoir un, 2 enfants, j'ai cru comprendre, c'est à peu près Oui, leur a objectif. priori, Après, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va pas y arriver? Ça, c'est d'autres aspects, mais en tout cas, leur volonté est là. Hem, Globalement, il faut rester souple et si on se dit: «On fonde une famille», bah, voilà, un enfant, c'est des charges supplémentaires, c'est des nounous, c'est et cetera et cetera. Et ça peut être aussi, de réfléchir pour le coup à beaucoup plus long terme, à l'éducation qu'on veut donner à nos enfants. ouais, Est-ce qu'on mmh, veut une école publique? Est-ce qu'on veut une école privée? Et surtout, qu'est-ce qu'on leur laisse la possibilité de faire plus tard, entre guillemets? Est-ce qu'ils vont dans des facs standards, oui, ou est-ce c'est qu'ils vont à ça, Harvard, entre beaucoup guillemets? Enfin, d'éducation. je caricature un peu mon propos, on peut faire là aussi des statistiques.
Mais il faut savoir qu'en moyenne, parce que là, c'est un sujet assez ouvert que tu m'as donné, mais Oui, en on peut moyenne, on parle de 92 000 € à peu près, le budget pour les études supérieures d'un enfant. Donc, ah ouais, c'est si énorme. tu me dis avec ces 100 € là, qu'est-ce qu'on peut leur faire? On peut leur faire, si c'est leur volonté, en tout cas, mais encore une fois, c'est pas moi, CGP, qui vais démontrer les objectifs aux clients. Je peux susciter des vocations, des idées, mais c'est Mhm. plutôt aux clients qu'on va co-construire ces objectifs. Donc, si c'est leur volonté, est-ce qu'on ne mettrait pas en place une épargne programmée sur des supports type assurance vie? Pourquoi Mhm. pas? Pourquoi? Parce qu'on peut liquider assez facilement, c'est-à-dire que ça reste disponible. C'est un très beau support d'épargne, de capitalisation financière. On peut, dans un bon contrat d'assurance vie, on peut mettre vraiment plein de choses qui vont chercher des rendements assez corrects. On peut espérer un rendement aller de 3 à 5-6% sans prendre des risques inconsidérés. Donc, la capitalisation financière, pour ça, c'est le gros avantage. Puis c'est surtout une enveloppe dans laquelle on va mettre des fonds tous les mois de côté, qu'on pourra sortir à un moment voulu. Il faut savoir qu'après 8 ans, dans l'assurance vie, il y a quand même un régime préférentiel quand on récupère les fonds de fiscalité. Voilà, donc ça, c'est aussi important à prendre en compte. Et si on se projette sur des études supérieures, par exemple, pour reprendre un petit peu mon exemple, encore une fois, ça sera dans plus de 8 ans, puisqu'ils n'ont pas encore les enfants. Donc, Ah ouais, c'est forcément, sûr. ça va être un horizon de temps qui va être cohérent pour eux. Donc, ça pourrait être une piste. OK, ça, c'est numéro un. Derrière, on a enregistré déjà pas mal de podcasts ou fait des guides sur le sujet, mais la retraite, aujourd'hui, on en parle, on en parle Et beaucoup oui, 30 ans, à c'est l'heure pas où trop tôt pour y penser, apparemment. voilà, à l'heure où on enregistre, on en parle quand même beaucoup. Euh, mais quoi, c'est plus aujourd'hui on va constituer, entre guillemets, on va s'y prendre tôt, moins ça nous coûtera cher de constituer un capital à terme pour atteindre un patrimoine donné à la retraite. C'est-à-dire que je prends un exemple rapide, encore une fois, mais on n'est pas très loin de. Ils ont 30 ans, ok. Mm. Aujourd'hui, tu mets 100 € par mois de côté, jusqu'à 65 ans, bah, tu vas constituer à peu près 100 000 € de capital, ok, en Ah ouais, mettant c'est 100 € cool. par mois. En commençant à 55 ans, pour avoir à 65 ans le même capital, il faudra que tu mettes 1 500 € par mois de côté. Donc tu vois que Oui, il faut plus avoir plus de tu vas t'y conscience. prendre tôt, plus ce phénomène de capitalisation financière justement va avoir du sens, et moins ça te coûtera cher de constituer ton capital de 100 000 euros. Donc pourquoi pas, effectivement, dans ces cas-là, réfléchir à se dire, perspective retraite, why not, Ouais. why not. Et petite cerise sur le gâteau, en fonction des enveloppes qu'on peut utiliser. Il y a des enveloppes dédiées maintenant, depuis 2019 notamment. Il y a une vraie réforme, entre guillemets, des produits d'épargne retraite, ce qu'on aime appeler, avec le fameux PER, qui est un petit peu plus souple que les anciennes solutions. Les anciennes solutions, peut-être ça te parle, mais on parlait de PERP, plan Oui, c'est épargne vrai que ça a retraite évolué. populaire. Mm. Bon, il avait de populaire que le nom, parce qu'en fait, c'était assez peu connu. Les banques en préconisaient peu. Les PER, ça a vraiment dynamisé, vulgarisé et dynamisé. Je vais utiliser deux mots, mais le marché de l'épargne retraite en France. Vulgarisé parce que tout le monde vend du PER, parfois sans forcément comprendre bien les tenants et les aboutissants. Bref. Et dynamisé parce que voilà, ça a suscité l'intérêt auprès de pas mal de nos clients, notamment, puis de pas mal de personnes. Je me suis dit, bah, au fait, il y a une solution sur l'épargne retraite qui est quand même assez intéressante. Alors, pourquoi maintenant, justement, c'est vulgarisé, dynamisé? Bah, parce qu'on peut quand même sortir en capital au moment de la retraite, là où les anciennes solutions, c'était vraiment une sortie en rente. Donc, c'était très tunnelisé, c'est des produits de Ouais. tunnel retraite, ce qu'on appelait, et on avait vocation à sortir qu'en rente. Donc, c'est vrai que c'était pas trop mis en avant pour cette contrainte-là. Maintenant, ça reste un produit tunnel retraite, mais au moment de la retraite, on peut sortir en capital. Alors attention, là encore, il faut faire gaffe à tout ce qui concerne la fiscalité Oui, à bien la sûr. sortie, hein. Mm. Là aussi, Oui, on fait pas n'importe quoi quand on veut. exactement, j'ai une vision un peu macro du sujet, mais voilà. Donc, pourquoi pas, en plus, faire donc, ce qu'on appelle un plan épargne retraite, où on verse sur une solution, comme l'assurance vie, ce que je disais tout à l'heure, qui a vocation à capitaliser. Sauf que la petite cerise sur le gâteau, c'est que tous les fonds que tu vas y injecter vont venir en déduction de tes revenus imposables et donc générer, entre guillemets, une économie d'impôt. Donc tes 100 euros, imagine que tu es dans Oui. une tranche marginale en plus.
pour le coup, je pense qu'ils sont dans une tranche marginale à 30%. Mhm. Imagine, tu verses 100 € tous les mois. Ouais. En fait, ces 100 € là, concrètement, ils vont ne te coûter que 70. Donc c'est cool parce qu'on va Ah chercher un oui. double levier Et en derrière. plus, tu as ton investissement sur le fameux PER. Exactement. C'est-à-dire D'accord. que si on reprend l'exemple, ils versent 100 € par mois. Ok, ça leur donne droit à 30 € d'économie d'impôt par mois. Mhm. Et derrière, ils capitalisent sur une base de 100 € pour leur retraite. Donc ça, c'est super. Ouais, c'est intéressant. Et on peut même raisonner à l'envers, c'est que si vraiment leur nouvelle capacité, enfin à l'envers ou à l'endroit, tout dépend comment on se situe, mais si on raisonne globalement, on leur a fait générer une économie de 100 € par mois, ok. Mhm. Mais en fait, concrètement, si leur pouvoir d'achat, leur véritable capacité d'épargne, déduction faite pour le coup des 30%, c'est bien, déduction faite, pardon, des 30%, je vais y arriver. On ne s'embrouille pas, Non, C'est une non, non. phase clé en plus. Donc voilà, mais ils versent 100 € par mois, ok. Ça leur permet d'injecter plus. Parce que si leur vrai pouvoir d'achat, c'est 100 €, ok, Oui. concrètement, combien, à ton avis, je te pose la question, comme ça, entre nous, Oula, ça me permet de faire le calcul. Combien ils versent réellement? Est-ce que tu le sais ça? Combien on va leur générer encore de dynamique financière nouvelle? Sur un PER? Ouais, si je te dis, OK, tu as 100 €, Ouais, j'ai 100 € à mettre et tu as 100 € à mettre que tu sur peux cramer tous les mois. ouais. OK? Et en Tu le places plus intelligemment ou tu le places entre guillemets, un peu moins intelligemment. Tu le places sur une solution type, livret monsieur et madame tout le monde ou oui, même, contrat d'assurance vie, 100 € versés égale 100 € qui capitalisent. C'est très bien. oui, Mais si tu le verses sur un PER qui te donne droit, entre guillemets, à à 30. 30% d'économie d'impôt, OK? Mmh. 100, OK, que tu divises par 70%, OK? OK. Tu vas obtenir 142,86. C'est Ah 142,86 d'accord! que Ah tu oui. verses. Si tu fais Ouais. 142,86 et que tu retranches 30%, tu retombes sur tes 100 €. Donc effectivement, on peut en verser plus Donc que en fait, ils ont un budget de 100 mais à euros, concrètement, mais concrètement, ils peuvent verser 142 €, ça leur OK? coûtera 100. Ça leur coûtera que 100. Mais ces 142 € là, à horizon de la retraite, c'est quand même 42 € de plus. Donc on a Oui, généré pour eux une d'accord. capacité d'épargne supplémentaire de 30% gratuitement. Et puis là, je vois venir, aussi la notion des fameux intérêts composés. Donc on évoquera Bien pardon, sûr, peut-être dans un autre podcast parce qu'on va arriver un peu au terme de celui-ci, mais en faisant ça, là, on capitalise encore plus grâce à ces fameux intérêts composés. Einstein disait: «Les intérêts composés, c'est la 8e merveille du monde». Voilà, très envie d'en savoir plus sur cette notion. On en reparlera sur le prochain podcast du coup. Eh ben, avec grand plaisir. Mais voilà, donc pour te répondre concrètement, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ils peuvent effectivement travailler leur budget. Ils Ouais, il y peuvent a déjà travailler leur cette budget. notion-là. Mmh. Voilà. Quoi faire? Quand le faire? Comment le faire? Pourquoi? Chiffrer, déterminer toutes leurs entrées, toutes leurs sorties Mmh. et qu'est-ce qui serait susceptible de mettre tous les mois de côté. Après, nous, notre métier, là, on est parti un petit peu dans tous les sens. C'est pas de dire, OK, on va vous Oui, en créer vos question, c'est ça. objectifs. C'est Oui. d'écouter le client, Mmh. de co-construire avec lui les objectifs en fonction de la situation. Ça peut être préparer les études des futurs enfants qui sont même pas encore en prévision. Euh, Ça peut être préparer la retraite. Mmh. Ça peut être réduire les impôts. Ça peut être plein de sujets différents entre guillemets. Euh, voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire. OK. Après, les moyens, c'est un couple qui est jeune. Les moyens aujourd'hui, ils sont là. Oui. Leurs revenus vont peut-être augmenter. Peut-être un jour ils vont hériter. Donc après, voilà, il faut rester souple Ouais, entre il y a guillemets. ça aussi Euh, qu'il faut tenir compte, en- effectivement. voilà, exactement. Mais encore une fois, tout ça c'est du panachage. Là, on a discuté assurance vie, on a discuté PER. C'est pas tout l'un ou tout l'autre. Ouais. Encore une fois, pourquoi? Parce que je te le disais, le PER, c'est un produit tunnel retraite. Donc, tout faire sur un PER, c'est pas forcément cohérent d'être 100% coincé. Voilà, on peut faire une partie sur un horizon type contrat d'assurance vie. Ça a une vocation de protection en plus supplémentaire. Tous les fonds que tu vas verser dessus vont être exonérés de fiscalité dans une Mmh. certaine limite. Et à côté de ça, tu peux faire un PER, mais qui t'oriente à la retraite. L'avantage, c'est que tu auras du capital disponible, du capital un peu moins disponible, un capital qui va te générer
effectivement une réduction à l'entrée, un capital qui ne générera pas de réduction à l'entrée, mais qui sera disponible. Voilà, Oui. donc c'est un petit peu tout ça qu'il faut regarder, quoi. Donc, en fait, c'est pas Einstein qui l'a dit, mais il faut pas mettre tous les œufs dans un même panier en matière d'investissement. Jamais. Ça, c'est la base de la gestion de patrimoine. Ne Bon, jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. ok, bon, ben, on va finir là-dessus. Et ben, je te remercie. Je pense que c'est assez clair, en tout cas, à retenir avant de se demander dans quoi on doit investir. C'est quels sont d'abord nos objectifs à partir de notre situation actuelle, en tenant compte évidemment des potentiels changements à venir. Ben, écoute, merci beaucoup, Philippe. Ce sera transmis et j'espère que nos auditeurs se sont reconnus dans cette situation. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Cas pratique, c'est fini. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un point commun avec votre situation? Envie d'échanger avec nous sur votre parcours patrimonial? La team de Bonjour Patrimoine est disponible pour discuter, alors n'attendez pas. Nos cas pratiques sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming et ne peuvent être écoutés que si vous nous avez accordé une note de 5 étoiles et un partage à un ami, un voisin ou un gendre à qui vous voulez du bien. Je suis Philippe Mousseau, CGP et Managing Partner de Bonjour Patrimoine et créateur de contenu pour gestiondepatrimoine.com. Cet épisode a été mis en forme par Chloé, marketeuse hors pair et jeune investisseuse. À très vite pour un autre cas pratique.